J'ai donc intitulé mon intervention « Mon premier administrateur ». En arrivant au Collège de France le 1er juin 1990, je ne me doutais pas que j'y passerais 19 ans et demi et que j'y achèverais ma carrière le 2 novembre 2009. Dans cet établissement, j'aurais eu le privilège d'exercer mes fonctions auprès de 5 administrateurs. Messieurs Miquel et Glovinski pendant 6 ans, messieurs Dagron et Corvol pendant 3 ans, et monsieur Laporte, qui a été mon premier administrateur, pendant 1 an. Cette courte période ne m'aura pas permis de connaître ce dernier aussi bien que ses successeurs, et je n'aurais pas participé avec lui à la mise en œuvre d'importants projets comme ceux lancés à partir de l'année 1992-1993. Mais l'année 1990-1991 n'aura pas été dépourvue de projets, certes plus modestes, mais qui m'auront permis de constater combien M. Laporte était encore totalement impliqué dans la vie du collège, continuant à s'intéresser à tout ce qui concernait le fonctionnement et l'avenir de l'institution, ainsi qu'aux problèmes de personnel. C'est pourquoi je suis à la fois heureux et ému de lui rendre cet hommage. Pour ce faire, je m'en tiendrai à ce que j'ai vécu personnellement à ses côtés et à évoquer quelques souvenirs précis. Je parlerai d'abord des décisions de l'Assemblée en disant quelques mots de son fonctionnement, puis de la concrétisation de quelques projets immobiliers, des relations du collège avec les autorités de tutelle à propos des moyens financiers et des statuts, ce qui me permettra d'esquisser un portrait de l'administrateur et de l'homme. Monsieur Laporte et les travaux de l'Assemblée. Pendant l'année 1990-1991, M. Laporte a convoqué 3 fois l'Assemblée pour des réunions ordinaires, ce qui était la norme, et 1 fois pour une réunion extraordinaire. Je me souviens très bien de ces réunions et des décisions prises par l'Assemblée pour les propositions de recrutement et de création de chaires. Voici quelques propositions. À la réunion du mois de juin 1990, l'Assemblée a procédé au recrutement d'Antoine Labéry sur la chaire d'astrophysique observationnelle. À la réunion de novembre 1990, l'Assemblée a créé la chaire d'histoire de la Chine moderne. À la réunion de mars 1991, l'Assemblée a procédé au recrutement de Umberto Eco sur la chaire européenne pour l'année universitaire 1992-1993. À la réunion de juin 1991, l'Assemblée a recruté Pierre-Étienne Ville sur la chaire de la Chine moderne. Les 4 réunions auxquelles j'ai participé m'ont permis de constater que l'administrateur dirigeait et animait les débats avec autorité, mais aussi avec bonhomie et humour, même si certaines séances par le passé furent plus tendues et les échanges beaucoup plus vifs. M. Laporte m'a rapporté une anecdote sur le déroulement de certaines réunions de l'Assemblée. Les débats étaient parfois très passionnés et l'un des professeurs avait l'habitude d'intervenir très souvent, en monopolisant la parole, gênant ainsi le bon déroulement de la réunion. M. Laporte avait mis au point une petite stratégie qui consistait à confier temporairement la présidence de la réunion au vice-président, pendant que lui-même allait se placer tout près du collègue et poursuivre en aparté avec lui la discussion. Le vice-président avait alors toute liberté pour faire aborder les autres questions inscrites à l'ordre du jour. Autre anecdote, les personnes qui connaissent la salle d'assemblée ont certainement été impressionnées par la forme et les dimensions de la table. Traditionnellement, l'administrateur siège au centre de la table, face à la porte. Lorsque les prises de parole sont nombreuses, le président ne cesse de tourner la tête vers la droite, vers la gauche, vers la gauche, vers la droite, un peu comme l'arbitre de chaise au bord d'un terrain de tennis, ce qui finit par être fatigant et fastidieux. M. Laporte prit une fois la décision de siéger en bout de table, ce qui lui permettait d'embrasser toute l'assistance sans avoir à tourner continuellement la tête. Satisfait de cette expérience, il pensait pouvoir la renouveler, voire la pérenniser. Mais l'un de ses éminents collègues lui fit remarquer que les professeurs étaient tous à égalité. Pour bien respecter ce principe, il convenait donc que l'administrateur siège au milieu de ses collègues, ce qui fut fait. Je parlerai maintenant brièvement de la politique immobilière.
Au cours de mon année commune avec M. Laporte, je n'ai pas été le témoin de grandes opérations immobilières comme celle de la rue d'Ulm et de Cardinal Lemoine, achevées bien avant mon arrivée. Mais je sais combien l'administrateur avait œuvré pour obtenir le rattachement des 2 sites au patrimoine du collège et augmenter ainsi ses capacités d'accueil. Personne ne pressentait non plus alors ce qui allait se produire peu de temps après son départ avec l'inscription de la rénovation du collège sur la liste des travaux du président de la République. Je tiens néanmoins à décrire succinctement diverses opérations qui ont été finalisées pendant cette courte période pour bien montrer tout l'intérêt que M. Laporte continuait à porter pour tout ce qui concernait son établissement. Sur le site de Cardinal Lemoine, après l'achèvement des travaux de la dernière tranche, il restait quelques reliquats de crédit destinés à l'aménagement de la cour intérieure. L'architecte qui avait réalisé cette dernière rénovation avait préparé un projet pour la cour que l'administrateur et moi-même étudiâmes attentivement. Sur le plan esthétique, il n'y avait aucune réserve de notre part, mais le projet péchait par un manque évident de sens pratique, notamment pour l'accès aux différents bâtiments et pour les déplacements à l'intérieur de la cour. Malgré son insistance à défendre son point de vue, l'architecte a fini par accepter les modifications proposées par M. Laporte, y compris celles suggérées par son épouse, concernant le choix des arbres. Sur le site de la rue d'Ulm, les installations techniques du bâtiment provoquaient des nuisances sonores très gênantes pour le voisinage. Plusieurs personnalités célèbres, habitant cette partie du 5e arrondissement, ont donc signé une pétition que l'administrateur s'est fait un plaisir de transmettre au ministère, qui a octroyé au collège, dans des délais inespérés, les crédits nécessaires à la mise aux normes des installations, et les travaux ont pu être réalisés avant même le départ de M. Laporte. Sur le site de Marcelin-Berthelot, je signalerai rapidement plusieurs opérations de nature très différente. Le collège avait obtenu des crédits spécifiques pour l'aménagement d'une animalerie dans le bâtiment de biologie. Les travaux purent être lancés et furent presque achevés avant le départ de M. Laporte. Le titulaire de la chaire de pharmacologie, qui souhaitait rénover une partie de son laboratoire, avait demandé à l'architecte du collège de lui soumettre un projet que le maître d'œuvre vint présenter tardivement au collège après de nombreuses relances, au cours d'une réunion très houleuse organisée par l'administrateur. Pendant la plus grande partie de la séance, les échanges furent très tendus, et M. Laporte faisait tout son possible pour calmer les esprits. La réunion prit une autre tournure lorsque le projet que l'architecte avait enfin finalisé put être examiné, mais au terme des débats, M. Laporte m'avait avoué avoir redouté le pire. Des reliquats de crédits destinés à des travaux furent consacrés à la rénovation de l'ancien bureau de Michel Foucault, occupé à cette période par le titulaire de la chaire de grammaire allemande. Encore une fois, l'architecte du collège avait été sollicité pour cette mission. Son projet, soumis au professeur et à l'administrateur, a été modifié à plusieurs reprises, y compris en ce qui concerne la décoration, et cette fois à la demande de l'épouse du professeur, qui était décoratrice professionnelle. Comme on peut le constater, M. Laporte continuait, à la veille de son départ, à s'intéresser à tous les projets, y compris les projets les plus modestes. Je parlerai maintenant des relations qu'avait l'administrateur avec les autorités de tutelle, et notamment à propos des problèmes financiers. Comme je l'ai signalé précédemment, le collège a pu bénéficier d'importants crédits d'infrastructure pour les opérations d'Ulm et de Cardinal Lemoine. En revanche, les relations avec le ministère ont toujours été beaucoup plus difficiles pour l'obtention des crédits de fonctionnement annuels. L'année 1990 n'a pas échappé à la règle, et j'ai accompagné plusieurs fois l'administrateur dans ses démarches auprès des services financiers, souvent avec des résultats décevants, si bien qu'en l'absence de notification de crédit avant la réunion de l'Assemblée du mois de juin 1990, l'administrateur n'a pu présenter de projet de budget en étant contraint de convoquer l'Assemblée pour une réunion extraordinaire au mois de septembre. Après plusieurs relances insistantes de l'administrateur, le ministère notifia enfin les crédits à la fin du mois de juin 1990 dans le cadre d'un contrat biennal 1990-1991, ce qui permit d'élaborer un projet de budget pendant l'été et de le soumettre à l'Assemblée en septembre qui l'approuva. C'est à la réunion du mois de mars 1991 que l'administrateur communiqua les crédits à ses collègues. Cette communication vaut la peine d'être rapidement décrite car elle peut apparaître, avec le recul, un peu désuète. L'information sur le montant des crédits était en principe tenue secrète jusqu'à la réunion,
au cours de laquelle l'administrateur donnait lecture d'un long listing informatique sur lequel étaient inscrites pour chaque chaire les sommes attribuées. Chaque professeur prenait bonne note de sa dotation. Les statuts du collège. J'ai été le témoin des démarches de l'administrateur pour l'obtention des crédits. Je sais combien il s'est aussi impliqué dans l'élaboration des nouveaux statuts de l'établissement auxquels il tenait tant. Ce nouveau règlement est entré en vigueur en octobre 1990, avec plusieurs changements importants pour l'institution, parmi lesquels le contrôle a posteriori et non plus a priori des documents financiers, projet de budget et décisions budgétaires modificatives, et la création d'un conseil d'établissement consultatif, première instance dans laquelle toutes les catégories de personnel exerçant leur activité au collège étaient représentées. M. Laporte m'a répété plusieurs fois combien cette réforme lui tenait à cœur, et plus particulièrement la disposition prévoyant la mise en place du conseil consultatif. Après des élections organisées en avril, le conseil d'établissement était mis en place le 16 mai et la première réunion officielle fut programmée le 20 juin 1991. J'en viens donc à la dernière partie de mon exposé, M. Laporte, l'administrateur et l'homme. Je terminerai cet hommage en m'intéressant d'un peu plus près à la personnalité de M. Laporte telle qu'elle m'est apparue dans ses fonctions d'abord, puis dans ses rapports aux autres. L'administrateur. M. Laporte a exercé presque entièrement 4 mandats successifs entre 1980 et 1991. Bien évidemment, cette confiance, 4 fois renouvelée, lui conférait une grande autorité, renforcée encore par une expérience de plus de 10 ans. Pourtant, sa tâche n'a pas toujours été aisée, et il avait coutume de me dire que l'administrateur était un chef d'orchestre qui devait diriger 50 solistes. Toujours disponible, il savait rester sur la réserve et garder ses distances, y compris avec ses collègues, qui le respectaient beaucoup. M. Laporte en imposait, d'abord par sa taille, mais aussi par la différence d'âge qu'il avait avec nombre de ses collègues, qui acceptaient de bonne grâce ses rappels à l'ordre pendant les réunions de l'Assemblée, tout comme la communication quelque peu autoritaire des crédits attribués aux chaires, qui faisaient rarement l'objet de contestations. Comme ses successeurs, il avait le souci du travail bien fait et il était très perfectionniste. Ses lettres, ses notes, ses rapports étaient d'une grande clarté, parce que toujours longuement mûris et très travaillés. M. Laporte savait être convaincant, et quand il tenait à quelque chose, être très insistant. Sa bonhomie et sa malice lui permettaient souvent d'obtenir ce qu'il voulait. Quand il sollicitait un collègue ou un collaborateur pour un service, M. Laporte avait coutume de s'approcher de son interlocuteur et de poser d'un geste amical mais ferme la main sur l'avant-bras de celui-ci. Le plus souvent, l'interlocuteur cédait à ses arguments. L'homme. M. Laporte était très humain. Il s'intéressait à la situation professionnelle mais aussi personnelle de ses collaborateurs, quelle que soit la catégorie. Son bureau était très accessible. Tout le monde le savait et beaucoup n'hésitaient pas à prendre rendez-vous. Dès mon arrivée au collège, M. Laporte avait appelé mon attention sur la situation administrative de quelques personnels contractuels recrutés sur des emplois de préparateurs temporaires, normalement destinés à des aides techniques de laboratoire pour lesquelles il convenait de trouver des emplois plus adaptés aux fonctions exercées. Ces problèmes de personnel ont trouvé une solution après le départ de l'administrateur, car les services du collège n'avaient pas oublié son message qui avait été maintes fois martelé. M. Laporte m'avait aussi longtemps parlé de la situation de plusieurs agents confrontés à de graves difficultés personnelles en me demandant de sensibiliser les services pour rechercher des solutions appropriées. M. Laporte était aussi un bon vivant qui aimait sa région, me parlant souvent et avec émotion de la Ville Rose, de la place du Capitole, de la basilique Saint-Cernin, du cloître des Augustins, avec sa pointe d'accent si caractéristique. Plein d'humour, il aimait rire et raconter des anecdotes ou des histoires amusantes. Il venait régulièrement me voir dans mon bureau, en fin de journée, pour discuter un peu avec moi. Souvent, avant de partir, il me disait « Monsieur, j'en ai une bien bonne à vous raconter ». Avant de vivre les grandes transformations du collège avec les 4 successeurs de M. Laporte, j'ai eu la chance de passer dans l'établissement une première année dans cette période de transition. En 1990, le Collège de France, dans ses installations anciennes du site Marcellin Berthelot, ne bénéficiait pas encore de l'ouverture sur le monde qu'il a aujourd'hui, avec toutes les possibilités offertes par ses locaux rénovés et agrandis et par les nouveaux moyens techniques de communication. Mais
Il avait le charme que confère la patine du temps, et je peux témoigner que l'ensemble des personnels y était très attaché, comme il l'était à la personnalité qui le dirigeait depuis 11 ans. C'est peu dire combien j'étais heureux et fier de servir ce grand administrateur et ce grand honnête homme. Juste avant de terminer, ce sera très court, je ne veux pas terminer cet hommage sans avoir une pensée pour 4 personnes. Tout d'abord, Madame Laporte, si distinguée, si présente et discrète à la fois. Je la revois encore dans la cour du collège, apporter un soin maternel aux rosiers qui tenaient compagnie à Champollion avant le début des travaux. Une pensée pour M. Pfau, mon prédécesseur pendant 18 ans, qui a eu le privilège de travailler 10 ans avec M. Laporte. M. Demorand, qui a collaboré aussi longtemps avec M. Laporte et avec lequel j'ai eu le plaisir de coopérer en parfaite harmonie pendant 5 ans. Madame Michaud, enfin, qui n'est malheureusement plus de ce monde, qui était à cette époque un peu l'intendante du collège, que tout le monde connaissait et à qui on s'adressait quand on avait des difficultés matérielles. Je vous remercie.